Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du cas d'Andrea Vasquez, 19 ans. Elle vit à Doney en Californie avec ses parents, Eduardo et Anna, ainsi que sa sœur aînée Edlyn. Étudiante au Furlington College, elle s'apprête à commencer sa deuxième année dans la mode. En parallèle de ses études, elle travaille dans un centre commercial à Cerritos, mais nourrit de grandes ambitions, percer dans l'industrie de la mode et devenir une créatrice reconnue. Calme, introvertie mais dotée d'un solide sens de l'humour, Andrea est décrite par sa mère comme quelqu'un de peu sociable, mais sincère et fidèle en amitié. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, mais elle avait de bons amis, confiera-t-elle. Andrea s'illustre aussi par son empathie. Elle soutient régulièrement un ami proche devenu paraplégique après un accident et parvient à lui remonter le moral, ce qui, selon sa mère, est l'un de ses véritables talents. Encouragée dès son plus jeune âge par son père, Andrea a pratiqué le football entre 7 et 14 ans. Très organisée, elle tient sa chambre toujours propre et bien rangée. Passionnée de musique, elle voue une admiration particulière à Kali Uchis, qui influence fortement son style vestimentaire. Son rêve, créer des vêtements pour des célébrités et un jour devenir millionnaire. Rien que ça. Selon Renée Yang, son enseignante, Andrea est à la fois talentueuse et déterminée. Une étudiante pleinement investie dans sa passion. Le soir du 19 août 2023, Juliane Gonzalez vient chercher sa petite amie Andrea chez elle. Ensemble, ils se rendent d'abord dans un Starbucks à Doney, puis décident de passer un moment au Penn Park à 8h. Peu après minuit, le couple est garé sur un parking du parc. Assis sur le coffre de la voiture de Juliane, ils discutent tranquillement lorsque surgit un pick-up blanc. Soudain, des coups de feu éclatent. Andrea est touchée. Alors que Juliane se penche vers elle, la porte du pick-up s'ouvre et un homme le menace avec une arme. Pris de panique, Julian s'enfuit dans le parc pour chercher de l'aide. I ducked, and that's when I realized Andrea had been shot. As I crouched and got closer to her, that's when I heard the door open. When he got really close, he was about like 5 feet, 6 feet, and he just looked at me. He had like no emotions in his eyes. Just he looked like he was on a mission, and I could tell like he didn't really have a heart, you know. His tires skirt, and that's when I realized that he took off, and I ran straight back to check on her, and like she wasn't there. Lorsqu'il retourne sur le parking, une flaque de sang est sur le sol et Andrea a disparu. Il ne sait pas si elle est toujours en vie, mais pense fortement qu'elle a été kidnappée. Il appelle alors la sœur de sa petite amie Edlyn, qui aussitôt appelle la police. Sur place, la police cherche des indices, et afin de récolter des témoignages, il poste une alerte sur Facebook à 11h52 le 20 août, où ils décrivent la jeune femme. Elle porte un crop top noir à manches longues, un pantalon kaki et des Converse basses de couleur noire. C'est une jeune femme hispanique d'1,60 m et d'environ 46 kg. Ils indiquent également qu'elle a 2 tatouages, un sur la nuque avec le prénom de sa sœur Edlyn et un sur le haut de sa main droite avec la constellation du bélier. La police espère que quelqu'un pourra les aider à retrouver Andrea. De son côté, sa sœur Edlyn crée un compte Facebook pour trouver de l'aide. Elle décrit les coups de feu et le kidnapping à Penn Park et sa dernière localisation à Moreno Valley sur la route 60. Les sœurs localisent leurs téléphones respectifs et sa dernière trace se trouve à Moreno Valley. Anna transmet les informations de localisation à la police de Doney et en retour, on lui demande de se rendre à Whittier, ce qu'elle est incapable de faire tant elle est bouleversée et tremble de peur. La famille attend alors l'arrivée d'un enquêteur à leur domicile. Moses Castillo, un détective à la retraite du LAPD, dénonce le comportement de la police de Doney. Selon lui, il est anormal d'exiger que la famille se rende à 8h. Il affirme que la police de Doney aurait très bien pu intervenir et même poursuivre le ravisseur, même si cela se produisait en dehors de leur juridiction. Après ces critiques, les autorités de Doney finissent par s'impliquer activement dans l'enquête. Direction Moreno Valley. Edlyn, arrivée sur place en premier et suivie des policiers, retrouve le téléphone et beaucoup de sang. Mais personne ne sait dans quel état se trouve la jeune femme actuellement. Il commence alors les recherches avec des chiens et des drones.
Malheureusement, le corps d'Andrea est retrouvé dans un champ de Moreno Valley vers 23h50 le lundi 21 août 2023. Elle ne portait que son haut noir et son pantalon et ses sous-vêtements étaient tirés jusqu'aux chevilles. 4 fragments de balles ont été récupérés dans son cerveau, a déclaré le procureur adjoint Beth Silverman, ajoutant que le coroner attestait qu'elle était morte d'une blessure par balle au front. Hoping that God give me the miracle. It doesn't happen. She was only 19. Today is the worst day of my life. We received the news that my daughter died, and we have a lot of hope that she was alive. But this morning, everything. I lost my daughter. And I can describe pain. I know, and I hope you understand me. I didn't deserve this to anyone. It's my daughter, my angel. Le corps se trouve alors à près d'une centaine de kilomètres de Penn Park, le lieu où la fusillade et le kidnapping ont eu lieu. Mais pourquoi avoir tiré sur le couple, pris le corps d'Andrea et l'avoir amené si loin ? Quel est le mobile ? Les policiers se rendent chez les parents d'Andrea à Doney afin d'interroger le dernier à avoir vu Andrea, son petit ami Julian. Il récolte son témoignage et sur présentation de 6 photos de suspects, il identifiera Gabriel Esparza comme le tueur du parc. Gabriel Esparza, 20 ans, a été arrêté pour l'enlèvement et le meurtre d'Andrea vers 15h le 21 août. Avant la découverte du corps. Ils l'ont arrêté à son travail à Lakewood sans difficulté. Je n'ai trouvé aucune information sur les preuves ou témoignages qui les ont guidés vers le jeune homme, à part le témoignage de Julian, et ils gardent certainement les informations tant que le procès n'a pas eu lieu. Le jeune homme vit à quelques minutes du parc, à California Avenue. Il retrouve l'arme ainsi que le pick-up blanc Toyota Tacoma de 2013. Il fait des aveux détaillés aux policiers lors de son arrestation. Il explique avoir attrapé un fusil, l'avoir jeté par la fenêtre de sa chambre, et une fois récupéré, il prend son pick-up et se rend à 4 parcs différents. Il s'arrête dans un quartier résidentiel, retire la plaque d'immatriculation arrière de son pick-up, puis prend la direction de Penn Park. Sur place, il prend son fusil, le pointe vers la tête de la jeune femme et tire à travers une fenêtre ouverte. La femme est tombée immédiatement. Ensuite, il tire sur l'homme présent aux côtés d'Andrea alors qu'il court dans le parc. Il attrape la jeune femme alors qu'elle pleure et la met dans la benne de son pick-up. Il explique aux enquêteurs qu'il entend la jeune femme crier à l'arrière, en mentionnant souvent le prénom de son petit ami. Il s'arrête et tire une nouvelle fois sur Andrea. Les enquêteurs d'ailleurs retrouveront un projectile dans la benne. Mais elle ne meurt pas tout de suite. Il conduit alors sur la route 60 jusqu'à Moreno Valley. Il jette le téléphone d'Andrea et tente par 2 fois d'avoir des relations avec elle. Ensuite, il se débarrasse du corps dans le champ. Il avoue aux policiers qu'il ne la connaît même pas, que ce n'est qu'une cible aléatoire, il voulait juste abuser d'elle. Les enquêteurs ont par la suite obtenu la localisation des téléphones portables appartenant à la victime et à l'accusé, d'abord dans le parc, puis sur le trajet de Penn Park à Moreno Valley, avant que le téléphone ne soit éteint et jeté à environ 5 à 10 minutes de l'endroit où le corps de la victime a été retrouvé. Un témoin à charge, Alejandro Rico, un habitant proche du parc, a déclaré qu'il avait entendu des coups de feu et vu une Toyota blanche avec des vitres teintées, une couverture à l'arrière et qu'il a entendu des cris. L'avocat de Gabriel, Ambrosio Rodriguez, a décrit son client comme un bon enfant bien élevé, issu d'une bonne famille dont le père est le capitaine des pompiers du comté de Los Angeles. Il expliquera que tout le monde est sous le choc et ne comprend pas qu'il ait pu faire ça, ou du moins qu'il soit accusé des faits pour le moment. Il finira par ajouter que Gabriel est sous le choc et commence à comprendre ce qui s'est passé. I mean, it doesn't get more serious than this. And so he's just beginning, I think, to understand what is going on. And I think part of that is due to his youth.
Le 23 avril 2024, le procureur du comté George Gascon annonce que Gabrielle fait face à 7 chefs d'accusation, incluant le meurtre, la tentative de meurtre avec préméditation, l'enlèvement, une tentative d'agression et des coups et blessures. Il a également exprimé ses sincères condoléances à la famille d'Andrea. Malgré les aveux de Gabrielle, celui-ci plaide non coupable. À la sortie du tribunal, son propre avocat semble d'ailleurs réservé quant à son innocence, comme on a pu le voir dans l'extrait précédent. Une nouvelle audience est alors programmée pour le 25 octobre 2023 au Clara Shortridge Falls Criminal Justice Center. Fallait le dire celui-là. Lors de cette audience, un juge devra décider si les preuves sont suffisantes pour envoyer l'affaire devant un tribunal. Gabrielle est incarcéré sans possibilité de libération sous caution. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. 2 mois après avoir plaidé non coupable, son audience préliminaire est reportée à janvier 2024 par un juge de la Cour supérieure. Cette audience s'avère particulièrement éprouvante pour la famille d'Andrea. La juge Kerry White décide alors de fixer une nouvelle audience au 23 janvier 2024, afin de déterminer, une fois encore, si les preuves réunies permettent de faire avancer l'affaire. La famille espérait que Gabrielle plaiderait coupable, dans un geste de responsabilité envers Andrea, mais ce ne fut pas le cas. Leur avocat les informe que le procès ne devrait pas débuter avant plusieurs mois, voire en 2025. Une attente longue et douloureuse pour les proches d'Andrea, qui aspirent simplement à ce que justice soit rendue et à pouvoir enfin faire leur deuil. Lors de la seconde audience, pas d'avancée. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de mobile pour expliquer les gestes de Gabrielle. Une autre audience a eu lieu il y a quelques semaines, mais j'ai pas trouvé d'informations, une fois de plus, désolé. Apparemment, il y en aura une autre le 18 juin 2025. Le procès n'étant pas encore débuté, la sentence devrait être prononcée dans quelques mois, voire quelques années. La rapidité de la justice, quoi. Mais je vous tiendrai informé dès que j'aurai les infos. Le plus tragique dans cette histoire, c'est qu'Andrea Vasquez a été prise pour cible totalement au hasard. Elle ne faisait que profiter d'un moment de tranquillité, loin de se douter que sa vie allait brutalement être arrachée. En un instant, l'existence de Julian, sa famille, ses proches, tout leur univers a été bouleversé de manière irréversible. Ça nous rappelle cruellement qu'en marchant dans la rue, en pensant être en sécurité, nous ne sommes jamais à l'abri. Le danger peut surgir là où on s'y attend le moins, le mal parfois rôde silencieusement, prêt à frapper sans raison. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous laisse mettre des commentaires si vous en avez, mettre un petit like et vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je remercie ceux qui me suivent et me soutiennent, ça fait quelques mois seulement que j'ai la chaîne et j'essaye de faire de mieux en mieux, mais c'est pas mal de boulot. Donc merci encore et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.